Toi-même enfin tu te vis comme un fruit. Chiasme poético-artistique entre Rilke et son ami Paula Modersohn-Becker autour du poème Requiem pour une amie et des tableaux du journal et des lettres de la peintre. Si j'ai choisi de travailler sur le Requiem pour une amie dans le cadre de cette journée d'études, c'est non seulement parce que mon sujet de thèse s'accordait bien aux enjeux de ce poème, mais surtout parce qu'il me semble correspondre à tous les items de la formulation du programme d'agrégation. En effet, ce texte est en quelque sorte un concentré des indications faites par le jury, puisqu'il croise les fils conducteurs tant de la subjectivité lyrique que du rapport entre le moi et le réel, de la poétique rilkéenne du regard ou de la fréquentation intime des arts plastiques, tout en offrant une possibilité d'identifier les spécificités formelles, génériques, motiviques et thématiques, pour citer exactement le programme, dans une magnifique unité de temps, d'action et de lieu. Et le Requiem fait bien allusion à une tragédie, celle de la disparition de la jeune Paula Modersohn-Becker, une grande amie du poète, survenue le 20 novembre 1907 alors qu'elle n'avait que 31 ans et qu'elle venait de donner naissance à son premier enfant. Un an après, à Paris, ville de cœur de Paula Modersohn-Becker et si importante pour lui aussi, Rilke rédige son hommage à la disparue entre le 31 octobre et le 5 novembre 1908. Le terme allemand de Trauerspiel est d'ailleurs celui utilisé par Anthony Stephens lorsqu'il affirme Im Requiem für eine Freundin wird nicht nur von der künstlerischen Perspektive aus Gericht über ein verfehltes Leben gehalten, sondern hier wird auch gleichsam im schillernden Monolog die Tragödie einer großen Künstlerin inszeniert. Das Gedicht wäre in diesem Sinne als Trauerspiel über das Scheitern an jenem bleibenden Konflikt zu bezeichnen, den Rilke in den Schlusszeilen auf die lapidare Formel bringt, denn irgendwo ist eine alte Feindschaft zwischen dem Leben und der großen Arbeit. En effet, la mort de la jeune artiste, une femme exceptionnelle avec laquelle Rilke avait entretenu une longue amitié, qualifiée par certaines critiques d'amoureuse et au contact de laquelle il avait immensément cheminé vers sa compréhension de l'art, a frappé d'autant plus durement le poète que Paula est morte, certes non pas en couche, mais 18 jours après son accouchement, du 2 novembre, d'une embolie foudroyante liée à cette naissance. Rilke, qui entretient un rapport très particulier à la maternité et à la mort, en sera donc doublement affecté. La faucheuse s'invitera très souvent sous la plume du poète, à toutes les époques de sa création, des poèmes de jeunesse au sonnet Orphée, en passant par les pages de Malte Lauritz Brigge, comme en témoigne l'ouverture du Requiem. Ich habe Tote und ich ließ sie hin. Une thèse entière a d'ailleurs été consacrée à ce sujet en 1930 à l'Université de Buenos Aires, El problema de la muerte in Rainer Maria Rilke. L'autrice austro-argentine Ilse Brugger y affirme que les morts sont aux yeux de Rilke omniscients. Die Toten sind ja die schon mehr wissen als wir und an Quellen der Erkenntnis heranreichen, zu denen wir keinen Zutritt haben. Ilse Brugger pense aussi que Rilke accorde une place particulière aux jeunes disparus. En témoigne une de ses annotations à sa traduction du Centaure du poème du poète tarnais Maurice de Guérin, évoquant la légende de ces jeunes morts, comme il l'évoque en parlant, dans le 4e vers, de la renommée de ceux qu'il nomme ses morts. Paula Modersohn-Becker aussi entretenait un rapport particulier avec la mort qui lui était familière depuis l'enfance. Elle avait 10 ans lorsqu'une de ses cousines avait péri étouffée sous ses yeux dans une gravière. Paula évoquera la disparition de Cora dans sa lettre à Rilke du 25 octobre 1900, revenant sur cette date ayant provoqué chez elle une prise de conscience de sa condition d'être vivante. Mit ihr kam der erste Schimmer von Bewusstsein in mein Leben. Ce sentiment d'une mort intimement liée à la vie ne la quittera pas, comme si elle avait eu conscience, la prescience de sa fin prématurée. Mais contrairement à Rilke, elle n'exprimera pas d'angoisse particulière autour de cette menace et rejoindra les papillons de Keats
plus heureux en 3 jours d'été qu'en 50 ans d'une vie ordinaire, en décrivant cette fulgurance de l'instant et le vivant, le 26 juillet 1900 dans son journal. Ich weiß, ich werde nicht sehr lange leben, aber ist das denn traurig? Ist ein Fest schöner, weil es länger ist? Und mein Leben ist ein Fest, ein kurzes, intensives Fest. Ce ne sont pas moins de 20 occurrences autour du thème de la mort que l'on comptabilise dans le Requiem, du substantif Tod au verbe sterben, en passant par l'adjectif Tod, par l'adjectif substantivé Tote et par le verbe substantivé tot sein. Laurent Gaspard, dans sa traduction de 1908, traduit même le verbe hingehen par mourir, nous offrant donc en français 21 occurrences sémantiques. Jean-Yves Masson, dans sa traduction parue chez Fata Morgana en 1996, traduira ce terme par le verbe disparaître, mais il affirme lui aussi que chez Rilke la mort est intimement liée à la poésie, comme en témoigne l'un des leitmotifs du Requiem, qui porte ainsi le nom éponyme d'une liturgie chrétienne puisque l'Église catholique célèbre, avec la Missa pro defunctis, la messe des défunts. Le titre du poème renvoie donc directement au premier terme de l'introïte de l'antienne ouvrant la cérémonie. Requiem aeternam dona ei, eis domine, ce qui signifie « donne-lui, donne-leur, le repos éternel, Seigneur ». On peut de fait logiquement affirmer que Rilke a voulu, dans un premier temps, rédiger un hommage à son ami disparu avec cette annonce dans le titre qui trouvera un écho, comme un répondre durant une messe, par les répétitions des termes évoquant la mort. Cette mort est par exemple redondante dans 2 vers qui se succèdent. Dass wir erschraken, da du starbst, nein, dass dein starker Tod uns dunkel unterbrach. Et se fait anaphorique un peu plus loin, entend chaque vers du texte. Daraus dein Tod aufkeimen sollte, dein eigener Tod zu deinem eigenen Leben, und aß ist sie die Körner deines Todes. La thématique est déroulée sur un ton élégiaque tout au long du texte, faisant écho à ce leitmotiv qui oscillera au gré de l'œuvre de Rilke, entre ce que Gabriel Alten nomme l'omniprésence envoûtante de la terreur dans Malte Loritzbrigge et la vision quasi orientale de l'au-delà des sonnets à Orphée, empreinte du thème de la métamorphose qui se fait promesse. Et le dialogue engagé entre le moi lyrique, qui se définit ouvertement comme Rilke lui-même, et son ami, trop tôt disparu, déroule le fil de la mort, comme on déroulerait le fil de la vie, appelant un éventel esprit en début de texte, et l'on sait que Rilke s'essayera aussi au spiritisme, se passionnant pour les phénomènes parapsychologiques, évoquant la mort presque en couche de la jeune mère, et enfin des pleureuses, et leur chorégie des lamentations. Ce n'est d'ailleurs pas le premier hommage funèbre rendu par le poète, qui avait déjà rédigé au mois de novembre 1900 un requiem consacré à Gretel Kottmeier, une amie de Clara Westhoff, son épouse et la mère de leur fille Ruth, dédiant le texte à Clara. Mais même si l'on y retrouve un ton élégiaque et quelques roses, le texte est plutôt impersonnel, filant la métaphore autour d'une couronne de lierre, sans atteindre la consistance du poème écrit pour Paula, puisque Gretel était presque une inconnue pour Rilke. Il en va de même pour l'hommage au jeune poète disparu Wolf von Kalkreuth, que Rilke ne se connaissait pas non plus personnellement, auquel il dédie un texte moins intime qu'à son ami Paula. Curieusement, ces 3 chants funèbres ont été écrits en novembre, le mois de la fête des morts, un mois sur la signification duquel Rilke s'était déjà interrogé dans une lettre à Paula Becker, le 5 novembre 1900, comparant une couronne de châtaigne offerte par Paula à un chapelet catholique, insistant sur son attachement au catholicisme, qu'il quittera pourtant très peu de temps après, afin de pouvoir s'unir à Clara Westhoff, et évoquant même, avec une sorte de fascination, le suicide de Kleist. Il est aussi intéressant de noter que les 2 premiers poèmes Requiem sont les seuls textes de Rilke à paraître ainsi dans une même édition, ne contenant que 2 textes, avec cette unité motivique et formelle. La première version, datée de mai 1909,
sera tiré à 500 exemplaires et atteindra du vivant de Rilke un tirage de 12 000 exemplaires, avant de connaître un succès qui ne se démentira pas, dépassant par exemple 60 000 exemplaires en 1942, et étant traduite en de nombreuses langues. La mort fait vendre, à toutes les époques. Étrangement, Rilke ne souhaitait pas que l'on puisse reconnaître le personnage de Paula Modersohn-Becker à la lecture de Requiem, s'imaginant qu'en associant deux chants funèbres dans le même recueil, le lecteur ou le récitant percevrait une universalité de la mort. Cependant, les deux derniers hommages possèdent bien un dénominateur commun, celui d'avoir été rédigé après l'expérience parisienne de Rilke, après sa fréquentation des aspects apocalyptiques de la mort, rôdant dans les hospices et les quartiers pauvres de la capitale. Cette mort des masses populaires, cette mort de cette humanité vue justement comme une masse et dont la mort n'est plus individualisée, qu'il évoquera longuement dans Malte Lauritzbrigge. Mais si Paris a symbolisé pour Rilke la fréquentation nouvelle de la mort, la ville lumière a au contraire appelé Paula Modersohn-Becker vers la vie, offrant au travers de ses fulgurances culturelles, comme l'exposition universelle visitée par les deux amies Paula et Clara, une appréhension toute nouvelle de l'art. Certes, la jeune créatrice a aussi un regard aiguisé sur les tristesses et la mort, comme lorsqu'elle évoque dans une lettre à sa sœur le 29 février 1900, à la fois les beautés de Notre-Dame et du printemps, puis la Seine, toute proche, d'où l'on repêche régulièrement des cadavres déposés à la morgue voisine. War auch wieder mal in der Notre-Dame. Diese wunderbaren Details in der Gotik, diese wasserspeienden Ungeheuer, von denen jedes seinen Charakter und sein Gesicht hat. Und über alles hinweg huscht der Frühling. Es lacht einem jedem im Herzen. Doch hier in Paris nicht jedem. Gleich hinter der Notre-Dame, auf allen Seiten von Wasser umspült, liegt die Morgue. Da fischt man täglich Leichen heraus, die dieses Leben nicht mehr ertragen können. In diesem lachenden Paris, unter der bunten Oberfläche, liegt vieles Schwarze, Furchtbare. Das will einem oft schier das Herz zerreißen. Doch vor mir, auf dem Tisch, stehen Veilchen und atmen Frühling. Mais la jeune artiste, contrairement à Rilke, est aussitôt à nouveau happée par les couleurs de la vie, par cet élan vital qui l'a caractérisé et qui avait tant séduit le poète lors de leur première rencontre à Worpswede, dans la colonie d'artistes où il avait été invité par le peintre Heinrich Vogler le 27 août 1900. Paula Modersohn avait tout de suite perçu le talent lyrique de l'invité, lors d'une joute littéraire opposant Rilke à Karl Hauptmann. Daneben Rainer Maria Rilke, ein feines lyrisches Talent, zart und sensitiv, mit kleinen, rührenden Händchen. Er las uns seine Gedichte, zart und voller Ahnen, süß und bleich. Die beiden Männer konnten sich im letzten Grunde nicht verstehen. Kampf des Réalismus mit dem Idéalismus. De son côté, Rilke a très vite apprécié la personnalité de Paula Becker, qui n'est pas encore l'épouse d'Otto Modersohn, et il décrit longuement dans son journal, le 16 septembre 1900, une belle et longue soirée passée dans l'atelier de l'artiste, durant laquelle ils vont échanger autour de ce que les Allemands nomment Gott und die Welt. Dann war ich im Lilienatelier. Tee erwartete mich. Eine gute und reiche Gemeinschaft in Gespräch und Schweigen. Es wurde wundersam Abend, wovon die Worte gingen. Von Tolstoi, vom Tode, vom Leben und von der Schönheit in allem Erleben, vom Sterben können und sterben wollen, von der Ewigkeit und warum wir uns ewigem verwandt fühlen. La voilà à nouveau la faucheuse. On disserte à son sujet, en l'entremêlant à la vie, à l'éternité, à la Russie, dont Rilke revenait tout juste. Et la toute jeune amitié reliant ces deux artistes semble déjà assez profonde pour tolérer aussi des silences. Cette relation se fortifiera au gré des rencontres physiques et des échanges par courrier, puisque Rilke habitait réellement dans la lettre, dans cette épistolarité dont
Olympia Alberti écrit dans son essai Rilke sans domicile fixe: il se peut que la lettre fût pour Rilke la vraie maison, l'espace d'absolue retraite des amants, là où personne, ni mari officiel, ni ami, ni visiteur, ne viendrait troubler l'entretien de la splendeur. C'est cette amitié que le poète regrette amèrement dans son poème. Ce sont tous ces échanges qui lui font, un an après la fin prématurée de Paula, cruellement défaut, car même s'ils se sont beaucoup écrits, Paula Modersohn-Becker n'a justement pas fait partie de ces femmes que Rilke aura surtout aimées de loin, de façon épistolaire. Elle a au contraire ensoleillé sa vie par une corporéité que le Requiem détaille si précisément. Et si, dans le même passage de son journal, il évoque aussi la chevelure au blond vénitien de la jeune femme, sa voix, je cite, aux plis comme des soieries, et sa silhouette gracile, nous aimerions ici infirmer le fait qu'il aurait développé de réels sentiments amoureux envers elle, car aucune preuve n'en atteste en dehors des supputations des exégètes. L'un des biographes de Rilke, Ralph Friedman, détaille longuement les chiasmes amoureux et amicaux qui ont pu exister entre le poète et ses deux amies de Worpswede, Clara et Paula, évoquant les multiples rencontres de ce que certains ont vu presque comme un trouble en puissance, de Paris à Berlin en passant par les marais de Worpswede. Mais une chose est certaine, c'est Clara que Rilke a rencontrée en premier, si l'on en croit les souvenirs de Heinrich Vogel, lors de ce qui est décrit par le peintre comme un véritable coup de foudre mutuel dans ses souvenirs. Et Paula était déjà à cette époque à tu et à toi avec Otto Modersohn, c'est plutôt son amitié avec le peintre tout fraîchement veuf, que je qualifierais d'ailleurs d'amoureuse, alors qu'elle vouvoiera Rilke jusqu'au bout, les débuts de ses lettres et leur ton en attestent. Elle s'adresse à Otto Modersohn avec un « mon cher », que j'irais même par traduire par « mon chéri », avec un « mein Lieber » ou « Lieber », et en signant « dein Ich », ton moi, dans 2 lettres de septembre 1900. Elle vous voit par contre son « Lieber Herr Rilke » en lui donnant donc du « cher Monsieur Rilke » le 19 octobre 1900. Marina Bohlmann-Modersohn, une critique et biographe, partage d'ailleurs ce point de vue et affirme dans sa biographie de Paula Modersohn-Becker que Rilke, s'il s'était senti peut-être attiré par Paula en début de leur relation, se comporta de façon égale entre les deux amies, Clara et Paula, les respectant chacune dans leur intimité d'artiste et souhaitant leur laisser toute la latence nécessaire à la création, veillant toujours à préserver leur solitude. Aber Rilkes Huldigung gilt beiden Frauen gleichermaßen, denn trotz seiner starken Gefühle will er keine von ihnen besitzen. Im Gegenteil, er möchte das Geheimnis um sie wahren und auf ihre Einsamkeit schützen, die eine Voraussetzung ist für ihr Leben als Künstlerinnen. Et le Requiem dépeint les innombrables facettes de cette Paula si vivante dans son souvenir, que le poète, à présent et depuis longtemps, lui, tutoie. Nur du, du kehrst zurück. Ce tu reviendra anaphoriquement tout au long du poème, étant même mis en italique dans la 2e strophe, pour mettre en exergue l'incompréhension de Rilke devant ses ruminations récurrentes quant à la disparition de celle que nous affirmons avoir été sa meilleure amie, sans les enjeux sexuels et amoureux, entourant par exemple sa relation avec Lou Andreas Salomé. Mich verwirrt's, dass du gerade irrst und kommst, die mehr verwandelt hat als irgendeine Frau. La mort, si apodictique soit-elle, n'en demeure pas moins mystérieuse dans le ressenti que décrit Rilke, au sujet de cet ami certes disparu, mais lui offrant incessamment sa présence, en revenant hanter son esprit et son affect. Dans une puissante figure de style qu'il déroule longuement dans la première partie de son hommage, le poète invoque ainsi la personne chère à sa mémoire en creux, en l'imaginant dans une contrée qu'elle n'a jamais réellement visitée, projetant ce périple imaginaire dans un chiasme mêlant Philia et Thanatos. Rilke n'a pas encore visité l'au-delà, et Paula n'est jamais allée en Égypte,
mais le poète l'y entraîne dans la souvenance de la passion de la peintre pour ce pays. Et les voilà qui se rencontrent, au pays où l'on n'arrive jamais. C'est d'ailleurs l'Égypte, que Rilke ne visitera qu'en 1911, suivant les traces de son épouse qui s'y était déjà rendue, ce pays parent de son ami Paula, pour reprendre la traduction du Requiem de Jacques Legrand dans la Pléiade, qui aurait été le déclencheur de l'écriture du texte, d'après une lettre à Clara du 4 septembre 1908. Visitant le Louvre, Rilke tombe en arrêt devant un buste égyptien de la 23e dynastie et croit revoir dans cette figure de reine sa chère Paula, dont son épouse avait sculpté un buste en 1899. J'ai oublié de t'écrire à quel point je comprends ta joie et ton regain d'intérêt devant ton beau buste de Paula Becker. J'y ai repensé soudain, récemment avec force, et je l'ai revu, en découvrant au premier étage du Louvre un buste de reine qui lui ressemblait étonnamment par l'attitude, la structure et l'expression. Il aura donc fallu cette Madeleine muséale pour que le poète arrive à dépasser le déni dans lequel l'avait plongé la mort brutale de Paula, qu'il n'avait d'ailleurs pas revue depuis de très longs mois, bien avant que la jeune femme ne quitte définitivement Paris à Pâques 1907 pour rentrer à Worpswede. Pourtant, leur séjour parisien, entre 1906 et 1907, avait à nouveau été riche de rencontres et de cheminements artistiques communs. Rilke et Paula avaient par exemple assisté ensemble le 22 avril 1906 bien sûr, à l'inauguration de la copie du Penseur de Rodin, installée au Panthéon, rencontrant ainsi Aristide Maillol et l'épouse de Georges Bernard Shaw. Rilke, chassé par Rodin, soudain agacé violemment par son secrétaire, avait dû quitter à regret son petit pavillon de Meudon et avait pris ses quartiers rue Cassette, dans la chambre occupée jusque-là par Paula, justement, partie vivre dans son atelier rue du Maine. Ce fut une période de fulgurance créative pour les deux artistes. Rilke, plongé dans son Malte et dans la rédaction du premier volume de ses nouveaux poèmes, et Paula, vivant sa période peut-être la plus fertile, multipliant les toiles, se retrouvait souvent, d'autant plus que la jeune artiste avait commencé l'exécution de ce qui deviendra l'un des plus célèbres portraits de Rilke. C'est durant ce temps parisien qu'elle peindra aussi son autoportrait au collier d'ambre et son tableau prophétique de la mère et l'enfant. Non seulement tenait-on cantine dans le restaurant végétarien préféré de Rilke, ou encore arpentait-on Barbizon, Fontainebleau, Versailles, mais on travaillait assidûment, qui a ses recueils, qui a ses couleurs. On visitait la grande rétrospective Gauguin avec les 227 tableaux, ou encore le salon d'automne au Grand Palais. On s'éblouissait de Bonnard, de Rhin, Matisse et surtout de Cézanne. Si dans le Requiem, Rilke appelle Paula à venir dans la lumière des bougies, c'est autour d'un feu bien plus incandescent qu'ils convergèrent ensemble, attirés comme des papillons par les lumières provençales de Cézanne, que Paula avait découvert très tôt chez un galeriste et dont la palette inspirera la langue du poète. Même s'ils n'ont sans doute vu ensemble que quelques toiles chez Vollard, justement, à la galerie prisée par Paula, ils seront tous les deux immensément influencés par le maître de la couleur. Rilke rédigera une série de notes au sujet de certains tableaux, et c'est Lettres sur Cézanne qui seront le dernier fil le reliant à son ami avant son décès. Car Rilke avait brusquement quitté Paris et mis fin à ses séances de pose pour son portrait lors de l'arrivée de Otto Modersohn dans la capitale. Ne s'ensuivirent plus ensuite que des échanges de lettres, parfois simplement banales, quand Rilke devait vider l'ancien lieu de vie de Paula, et ce à contre-cœur. Le 17 octobre 1907, Paula rédige sa dernière missive à celui qu'elle nomme à présent Lieber Rilke, ayant renoncé au monsieur, tout en le vouvoyant toujours, le félicitant pour son opus autour de Rodin qu'elle vient de lire et d'apprécier dans une revue, et pour la maturité qui se dégage à présent de ses écrits. Lieber Rilke, ich habe eben in Kunst und Künstler Ihren Aufsatz über Rodin gelesen und mich darüber gefreut. Ich glaube, die Arbeit ist gereifter, einfacher,
mir scheint der Jüngling mit seiner Überschwänglichkeit zu verschwinden, und es fängt an, sich der Mann zu bilden, mit wenigen Worten, die mehr sagen. Elle lui demande aussi de lui envoyer le catalogue du prochain salon d'automne, qui doit justement être consacré à Cézanne, et qu'elle ne pourra visiter puisqu'elle doit donner naissance à son enfant, tout prochainement. Clara Westhoff-Rilke lui rendra visite, peu avant la naissance de sa fille, et lui fera lire justement les lettres sur Cézanne. Son entourage racontera quelles auront été la toute dernière lecture de Paula. Il nous a semblé important de détailler les fils biographiques de la relation entre les deux artistes qui, lors des derniers mois de leur amitié présentielle, pour employer un terme du XXIe siècle, avaient avancé ensemble vers un épanouissement extraordinaire de leurs styles respectifs. Rilke avait à présent une vision nouvelle de l'espace, des formes et des objets, acquise lors de sa fréquentation de Rodin et des peintres français, exprimant ses révélations à travers des descriptions minutieuses émaillant ses poèmes. Et Ralph Friedman affirme donc « L'étoile de Paula Becker était alors de la même veine. Au-delà des relations personnelles entre les deux artistes, les tableaux de l'un et les poèmes de l'autre créaient un style commun, mettaient en évidence un héritage partagé de cette modernité naissance qui reliait le XIXe au XXe siècle. C'est en effet autour des arts que ces deux grands esprits virevoltaient ensemble. Cette Égypte, imaginée par Rilke au fil de sa description d'un pays encore inconnu pour lui, mais que Paula fréquenta si souvent à travers ses visites au Louvre, renvoie à l'un des grands chocs artistiques vécus par la peintre lors de sa découverte des portraits du Fayoum, ces portraits funéraires peints, représentant des adultes ou des enfants, et qui étaient insérés au niveau des visages des momies. Et revoilà la faucheuse qui s'invite cette fois par-delà les millénaires. Paula Modersohn-Becker sera fascinée par l'intensité des regards et reproduira cette émotion sur ses propres productions, en particulier au gré de ses multiples autoportraits, comme sa biographe nous le confirme. Die mit wenigen künstlerischen Mitteln auf das Wesentliche reduzierte, große, geschlossene, häufig sogar fast maskenhaft wirkende Form lehnt an die antiken Mumienporträts an, die Paula bei ihren Streifzügen durch den Louvre entdeckt und als ganz gewaltig auf sie wirkendes Kunstereignis empfunden hatte. En lisant la biographie du pays imaginé par Rilke, on ne peut aussi s'empêcher de penser aux toiles de Paula peintes à Worpswede et dans son atelier tout proche, ces toiles qui chantent justement un paysage étrange, tout en ciel, arpenté par les arbres et les canaux, magnifié par les peintres paysagistes de la colonie d'artistes, mais aussi par Paula, qui était folle de ces arbres et de son village monde. Worpswede, Worpswede, Worpsweden. Birken, Birken, Kiefern und alte Weiden, schönes, braunes Moor, köstliches Braun, die Kanäle mit den schwarzen Spiegelungen, asphaltschwarz. Worpswede, Worpswede, du liegst mir immer im Sinn. Das war Stimmung bis in die kleinste Fingerspitze. Deine männlichen, großartigen Kiefern, meine Männer nenne ich sie, breit, knorrig und wuchtig und groß. Und deine Birken, die zarten, schlanken Jungfrauen. Leben, Leben, Leben. Quand je vous disais qu'elle aimait la vie, notre Paula, qui prônait la sylvothérapie avant l'heure, et bien d'autres choses encore dans ce qui deviendra la commune libre de Worpswede sous l'égide de Heinrich Vogler, s'associant à ce dérèglement de tous les sens, jetant son corset par-dessus les moulins, et pratiquant la gymnastique, nue dans son jardin, sous le regard attendri de son époux, très fier de leur couple d'artistes, et qui toujours la soutiendra, contrairement à ce que Rilke avance dans toute une partie du Requiem. Même si Otto Modersohn émettra des réserves parfois sur le rapport de sa femme à la nudité, trouvant qu'elle abusait un peu de l'autonarration de son corps, et même si le couple rêvé rencontra bien des crises, se séparant plusieurs fois jusqu'à la lisière de l'abîme du divorce, Otto se révéla être un pilier dans la vie de son épouse, la soutenant financièrement même durant les périodes d'éloignement, et respectant infiniment l'artiste. C'est loin de correspondre à la vision donnée par Rilke dans son Requiem du mari omnipotent,
étouffant les velléités créatrices de sa compagne, de l'homme qui dominerait sa femme, en lui imposant son rôle de mère et en la destinant donc directement à sa mort en couche, ensuite de couche. Cet homme ontologique qui se dresserait entre celle qui l'a soumise sous son joug marital et la destinée artistique brisée de sa victime. Doch jetzt klage ich an, den einen nicht, der dich aus dir zurückzog. Ich find ihn nicht heraus, er ist wie alle, doch alle klage ich ihn an, den Mann. Était-ce pour ne pas emprisonner sa propre épouse dans les raies du mariage que Rilke mit d'ailleurs fin à sa vie commune avec Clara Westhoff si peu de temps après leur union? D'après Marina Bohlmann-Modersohn, cette vision caricaturale de l'époux castrateur et engrosseur d'artistes que Rilke déploie dans son texte, sans nommer ni Pola ni Otto, aurait engendré beaucoup d'interprétations erronées au sujet de la destinée de la créatrice. Zwischen den Zeilen wird Otto Modersohn für den frühen Tod seiner Frau verantwortlich gemacht, und so verhilft Rilke, gewiss nicht willentlich, aber wirksam, der Legende von der Unverstandenen unter dem Drängen des Gattens gegen ihren Wunsch ins Eheleben und zur Mutterschaft gezwungenen Malerin zum Durchbruch. Cette vision réductrice de la femme sacrifiée, périssant de la mort des femmes angésines, je cite à la mode d'autrefois, qui ont fait une martyre sur l'autel de la famille, Rilke la doit sans doute à son rapport si ambivalent à l'image de la mère, cette mère qu'il adora dans l'enfance puis détesta, cette mère qu'il dépeindra si finement dans Malte ou dans ses lettres, comme lorsqu'il écrit à Franz Xaver Capus, ce jeune correspondant auprès duquel il joue le rôle de mentor et auquel il adresse ce qui deviendront les lettres à un jeune poète, le 14 mai 1904, ces mots « La femme qu'habite une vie plus spontanée, plus féconde, plus confiante et sans doute plus mûre, plus près de l'humain que l'homme. » On perçoit chez lui un déchirement entre son admiration pour cet ouvert rilkéen qu'est le corps féminin, oikos, éternel et rassurant, et son aversion envers un espace souterrain porteur, je cite, des graines de la mort. Et il insiste sur l'idée de la femme empêchée, enchevêtrée dans son berceau intérieur, sur lequel elle se penche, renonçant aux multiples forces de son futur accomplissement d'artiste. Notre propre perception de la vie et des ambitions de Paula Modersohn-Becker se heurte ici au contresens majeur que nous rencontrons dans le tableau que dresse Rilke de son ami dans son Requiem. Certes, la jeune femme était partie une énième fois vivre à Paris, en quittant, oui, son foyer et son époux. Fascinée par la vie artistique parisienne, oui, elle n'était revenue à Worpswede qu'à contre-cœur, suivant son époux, venu là, on dirait aujourd'hui récupéré, venu la supplier de rentrer après sa demande de divorce. Mais d'une part, Paula a dû reconnaître qu'elle ne survivait pas matériellement au vu des difficultés de son existence d'artiste. Et elle confiera dans une lettre à Clara, le 17 novembre 1906, que seul Otto Modersohn peut lui apporter le calme propice à sa création, justement, loin des aléas matériels. Et surtout, plus de la moitié des œuvres de l'artiste sont consacrées à la maternité, à la femme-mère, ou à la mère en devenir, ou aux enfants. Dessins, peintures, croquis, esquisses, tout n'est que ventre, sein, femmes allaitantes, femmes grosses, nouveau-nés, jeunes enfants, et la nudité explose, s'expose, explore le corps. Paula Modersohn-Becker sera même la première femme peintre au monde à se peindre nue et enceinte, alors qu'elle n'est pas encore enceinte. Rappelons au passage qu'elle a été la première femme artiste au monde à laquelle on a aussi consacré un musée. Ces corps de femmes et de mères, habillés ou dévêtus, Paula les peint très tôt, comme en témoigne une étude au Fusain de 1898 ou 99, tout comme elle peint des enfants, avec le portrait de la petite Elsbeth, la fille du premier lit de son époux, dont elle s'occupa tendrement et à qui elle écrivait en signant « ta mère ». Donc, avec ce portrait qu'elle fait en 1902. Elle va dessiner les enfants du village qui posent pour elle, une poupée dans les bras, ou les peindre chapeautés sous un tournesol, et peindre ces paysannes au corps gourd,
mettant en scène ses maternités, ses nativités rurales comme objet de prédilection. Et surtout, elle va se mettre en scène, sans honte, décomplexée sans doute par les nouvelles approches anthroposophiques du corps et par toutes les séances de pose de nu dans les académies de peinture parisiennes auxquelles elle a assisté, fascinée par le corps féminin en général et par son propre corps, rompant avec la vision édulcorée des femmes peintes par le regard de l'homme artiste, avec l'idéal de perfection présenté par des siècles de corps de femmes vierges de toute imperfection, idéal que notre époque digitale ne fait que multiplier au centuple. Quelle modernité féministe dans cette approche brute de la corporéité, sans doute influencée aussi par les toiles tahitiennes de Gauguin, et quelle appétence pour le thème du matriciel, de l'enfantement et pour la vie en général. Paula peint des corps, au sein tombant, imparfaits, des corps saisis dans l'intensité d'un regard de femme sur la femme, son art se confondant avec sa présence au monde, de l'Ève universelle, de la Pachamama, de toutes les déesses mères. Et elle anticipe par cet acte toutes les revendications qui seront faites par ses consoeurs des époques à venir. Regarder et diffuser un nu de Paula Modersohn-Becker aujourd'hui est un acte quasi militant, aussi lourd de sens que celui d'une afro-américaine abhorrant une coupe à la Angela Davis, que celui des femmes iraniennes refusant le voile, ou que celui des femmes prônant l'allaitement en public et le regard détabouisé sur les menstruations. Rilke lui accorde au moins cela, cette appétence et ce pas vers la liberté, avec la remembrance de son ami, se dévêtant devant le miroir, lui octroyant même un titre de sainteté, reconnaissant le sacré de ce regard de la peintre sur cet objet, sujet, corps, qui devient le moi objectivé, tout en acquérant une existence propre, et évoquant ce corps fruit, à défaut de comprendre ce corps fructification et d'admettre l'épanouissement possible dans la maternité. Sa métaphore du corps vu par la peintre comme un fruit, clin d'œil aux natures mortes si prisées aussi par la créatrice, se fait tension intertextuelle entre les différentes œuvres de Paula Modersohn-Becker et passerelle vers le regard rilkéen de la perspective des mondes. Si le poète n'a pas su comprendre le feu maternel en germe dans le corps et l'esprit de son ami, et son acceptation de la maternité dussent-elles amoindrir sa liberté de création, au moins a-t-il un profond respect devant la libération du corps en allégresse, en actant la démarche novatrice de son ami. Denn das verstandest du, die vollen Früchte, die legtest du auf Schalen vor dich hin und wogst mit Farben ihre Schwere auf. Und so die Früchte sahst du auch die Frauen und sahst die Kinder so von innen her, getrieben in die Formen ihres Daseins. Und sahst dich selbst zuletzt wie eine Frucht, nahmst dich heraus aus deinen Kleidern, trugst dich vor dem Spiegel, ließest dich hinein bis auf dein Schauen. Das blieb groß davor und sagte nicht, das bin ich, nein, dies ist. So ohne Neugier war zuletzt dein Schauen und so besitzlos von so wahrer Armut, dass es dich selbst nicht mehr begehrte. Heilig. Et ce que Rilke a aussi toujours respecté chez son âme sœur en l'admirant infiniment pour cela, c'est sa capacité à se fondre tout entière dans son travail, dans ce travail qui unit l'artiste au réel, le quotidien à l'imaginaire, dans cette perspective d'une vie de forçat de l'art qui leur est destinée et ambition commune. Sous la plume de Requiem, Paula Modersohn-Becker devient tisserande, penchée jour après jour sur son ouvrage. Elle sublime la dichotomie platonicienne entre l'artiste et l'artisan, puisque la main au travail tenant le pinceau, puisque ce travail manuel, en allemand Handwerk, qui a donné le terme d'artisan, Handwerker, devient de l'art, en un unique mouvement fondateur de la main fertilisant le monde. O wehe Arbeit, o Arbeit über alle Kraft, du tatest sie Tag für Tag, du schlepptest dich zu ihr und zogst den schönen Einschlag aus dem Webstuhl und brauchtest
alle deine Fäden anders. Und endlich hattest du noch Mut zum Fest. Car la jeune femme était une véritable tâcheronne. Elle a, en sa si brève existence, multiplié les créations avec une énergie incroyable, contre vents et marées, sachant destinée à la peinture très jeune, bravant les conventions, et surtout en ne vivant que pour son art. Ce ne sont pas moins de 13 gravures, 750 tableaux et 1000 dessins qui ont vu le jour, des chiffres vertigineux, et la critique se plaît à penser que Paula pressentait sa mort précoce en se livrant à cette extraordinaire allégresse créatrice. Le requiem se conclut sur cette même idée du travail, évoquant l'ancienne inimitié entre la vie et l'œuvre, thématique ô combien rilkéenne, puisque, comme l'affirme Claude David, le thème nietzschéen de la vieille rivalité entre l'art et la vie, qui clôt ici le poème, est la trame principale de toute l'œuvre de Rilke. Et tout comme la cristallisation de ses sentiments amoureux potentiels avait transcendé sa relation envers Paula en une extraordinaire communion d'artistes, c'est un appel à la transcendance que lance le poète à la toute fin de son texte, souhaitant sa présence dans l'absence, au cœur de lui-même, malgré l'infinie distance créée par la mort, quand le plus lointain vit en nous, macrocosme dans le microcosme, dans l'unité retrouvée. Komm nicht zurück. Wenn du's erträgst, so sei tot bei den Toten. Tote sind beschäftigt. Doch hilf mir so, dass es dich nicht zerstreut, wie mir das Fernste manchmal hilft, in mir. Pour terminer, je me permets cette réflexion moins académique et plus personnelle dans le cadre de ma recherche-création, puisque cette perspective englobe mes propres travaux littéraires dans ma thèse de recherche-création. J'aimerais revenir un instant sur l'idée même du requiem, objet mémoriel intense et intemporel. Toute recherche archéologique, toute exégèse, toute thèse de doctorat en sciences humaines ne serait-elle pas une forme de requiem, d'hommage à nos ancêtres, à nos disparus? J'ai repensé aussi à de nombreux textes que j'ai moi-même rédigés autour de disparus célèbres ou anonymes, rendant des hommages éclectiques à Annie Girardot, Elizabeth Taylor ou Robin Williams, à Michel Delpech, à Jean d'Ormesson, à Dominique Baudis, à Anne Frank, consacrant tout un essai à Rose Auslander, et narrant aussi mon histoire familiale franco-allemande, ou évoquant mes grands-parents. Quand je travaille, comme actuellement, à un opus mêlant poèmes dédiés à des personnalités ou lieux emblématiques du Tarn, des extraits d'actes d'état civil, que je vois comme un hommage à ma lignée paysanne paternelle, il me semble pratiquer moi aussi ce qui s'apparente à l'écriture d'un requiem. Étonnamment, l'un de mes textes phares, celui que j'envoie autour de moi lors des deuils, ou que je partage à des inconnus dans la peine sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés. Ce texte commence comme le requiem, car comme Rilke, comme chacun d'entre nous, je possède des morts. Et j'écris, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai mes morts. Mais nous n'avons pas tous, contrairement à Rilke, l'impression de les avoir abandonnés. Voilà, hormis le bruit des voitures et l'électricité, je pense que les grillons étaient déjà là du temps de Heinrich, Martha, Paula, Otto, Clara, Rainer Maria, Worpswede, été 2023 au Bakenhof, avant une nuitée à l'hôtel de charme Buchenhof, et avec les